passer au troisième pochetron. Hein. Alors en plus, lui, il applique pas. Lui, c'est whisky direct. On essaie de se cacher. Non, c'est du jus de pomme, c'est du jus de pomme. Il est là pour une BD. On va accueillir. Et non un bidet. Et non un bidet. Bec BD. Restez normal. On va accueillir celui qui dessine, hein, c'est ça, Philippe Bertrand. Et puis Stéphane Bakowski qui va tracer votre portrait face à vous. Il a dit la semaine dernière à la radio qu'il ferait mieux de mettre la mire sur Canal. Il y aurait autant de téléspectateurs. Donc vous allez pouvoir vous expliquer face à lui. Si, Il a l'air très sympa ce garçon. il est sympa, hein. Je vais vous le présenter. On va le bouffer, Amélie. On va accueillir Stéphane et puis votre collègue Philippe Bertrand. Jingle. Ça, c'est vraiment ça y est. Vous êtes tombé dans le showbiz. Vous l'avez rencontré dans la loge 3 minutes avant, vous l'embrassez sur le plateau. Parce que je trouve qu'il a trop de maquillage et je lui en prends un peu. Non, ça va. Bon, oui, vous êtes impeccable. Bon, très bien. C'est lui qu'il faut bouffer, là. Ouais, c'est moi. D'accord, c'est lui qui va nous bouffer. On a un peu sympathisé tout à l'heure en coulisses. On voulait faire une course de premier arrivé. Je crois que j'ai gagné. Ça, c'est super, votre jeu. mais C'est d'enfant. Stéphane. Un peu jeu sans frontières. Ouais, c'est tout ça. Bon. Exactement, le service public dans toute sa splendeur. Parce qu'on a fait de mieux. Voilà. Interville. Interville, c'était sur une autre chaîne. Alors, Stéphane, vous vouliez parler à Monsieur Becbédé? Oui, alors pour accrocher le public sur Frédéric, je voulais dire qu'au départ, il a un point commun avec nous tous, c'est qu'il rêve de gloire. Il a même un avantage par rapport à la plupart d'entre nous, c'est qu'il a un chemin tout tracé pour y arriver, son talent littéraire. Ça commence bien. Sauf que Frédéric Vous voyez? a un petit... Et je ne l'ai pas verrouillé pourtant. Hein. a un petit problème, à mon sens en tout cas, c'est qu'il est un peu pressé d'y arriver et que quand on choisit la voie littéraire, le problème devient de plus en plus crucial dans la mesure où la plupart des gloires sont posthumes. Donc Frédéric, après avoir écrit un premier roman en 90 ou 9, apprécié par la 10 critique... ou 9, il faudrait savoir, Stéphane. Frédéric 10 ou 9 plutôt que de draguer Amélie, alors que c'est mal barré. 1990. Ouais. Mémoire d'un jeune homme dérangé. Malgré tout, Frédéric se dit tout ça, je vais pas jamais avoir la patience. Donc du coup, il se dit tiens, plutôt que de faire écrivain, je vais plutôt faire le successeur de Bernard Ménez, le roi de la chanson loufoque, c'est moi, et il déboule chez Ardisson. Ah, d'accord. Ah, plus fort. Plus fort. Mon désespoir, mais aucune fille ne veut me voir. Aucune. Là, ça vaut le coup de mettre le truc. Je ne suis pas Patrick Bruel. Non, 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 non. Je ne suis pas Patrick Bruel. C'est un tube. C'est un tube. Effectivement, effectivement. Serge, vous qui êtes quand même le spécialiste. Il sort chaud. Ah oui, il sortirait ça aujourd'hui, rien que de dire Patrick Bruel, il fera un million de disques. C'est ça. Donc tout ça pour poser le mec pressé d'arriver, prêt à toutes les conneries pour y arriver. Pourtant, Frédéric était plutôt bien parti au départ. Il avait fait Sciences Po, les bonnes études. Il était même prêt à enquiller avec Léna. Il aurait pu devenir Juppé ou Giscard, sauf qu'il fallait attendre à la fin. Il fallait être chauve déjà. Pour être chauve, et ça prend du temps, Marco. Sauf vous qui êtes un peu précoce sur ce plan-là. Mais sinon, il fallait du temps et Frédéric n'a pas de temps. Du coup, que fait-il? Il crée un club de provocateurs, le Cacasse Club. Alors, provocateur, on s'entend, hein, c'est pas non plus le club des grosses merdes fumantes ou alors celui de la chiasse qui pue la mort, non. Juste le Cacasse Club. Sorte de club de jeunes des beaux quartiers. Ah oui, on voit donc ça, Marc-Édouard, Charles-Édouard, Jérôme-Édouard et Marie-Amélie et la cerise sur le gâteau, Frédéric. Ah ouais. Donc à Sciences Po, Frédéric passe un peu pour un fou furieux, sauf pour ceux qui ont décelé derrière le fou furieux, le fou sérieux qui déjà tisse son réseau dans l'ombre. C'était d'abord quelque chose d'extrêmement sérieux, c'est-à-dire qu'il y avait derrière une organisation précise, il trouvait les meilleures boîtes, il arrivait à se faire sponsoriser, à avoir de l'alcool gratuit, c'était pas mal. Et surtout, il passait des dimanches entiers avec son petit stylo, ses enveloppes, ses timbres, à écrire une à une toutes les invitations avant de les envoyer par la poste. Donc il y avait un gros travail derrière qui n'était pas tellement se rouler dans le caca, quoi. C'est vrai. Ouais, un énorme travail. En fait, oui, il fallait écrire. ouais, mais beaucoup moins dilettante qu'il n'y paraît déjà. Bref, Frédéric arrête les études, il se lance donc dans la vie avec pour seul bagage 20 ans justement passés au premier rang avec ses lunettes de binoculaire de premier de la classe. Finalement, il a 20 ans d'expérience, 20 ans passés dans les livres. Et un mec qui a passé 20 ans à lire, qu'est-ce qu'il peut avoir comme proche dans la vie? Soit devenir écrivain, soit devenir héros de roman. Donc écrivain, c'était mal barré parce qu'il faut un peu d'abnégation. Je prends Kafka par exemple, dont le rêve était d'être dans une cave avec du papier et un crayon, lui la littérature. Bon alors Frédéric, lui aussi, a passé du temps dans des caves. Le problème dans les caves de Frédéric, c'est qu'il y avait pas seulement des rames de papier, il y avait aussi de l'alcool qui coulait à flot, il y avait aussi de la musique à fond, donc une certaine difficulté pour se concentrer sur son œuvre. Et pour compléter le tout, des filles qui viennent lui tâter les couilles. Donc... J'ai les testicules, mais j'ose pas en fait. Ah oui. Non, mais, en
fait, il y a eu Kafka, puis il y a eu Cacaz. Oui, c'est ça, ouais. Deux écoles. Difficile de se concentrer sur son œuvre, alors finalement Frédéric voudrait plutôt être un personnage de roman. Mais qui va écrire sur Frédéric Beigbeder au premier rang avec ses lunettes et sa tête de premier de la classe? Personne, sauf peut-être Frédéric Beigbeder, qui du coup... Il a tout compris. Se crée d'un seul coup. C'est double de fiction, c'est héros. Alors, Marc Marronnier dans ses premiers romans, puis Oscar Dufresne dans VSD, la chronique People, et puis dans son dernier roman, celui qui a eu le plus de succès, Octave Parango, un vrai personnage de roman, alors cruel, cynique, qui se défonce à la drogue, bref, rien à voir avec Frédéric. Je dirais qu'il est beaucoup moins cynique que son personnage de roman, sachant que le personnage, en plus, c'est un personnage composite, donc il y a un tas d'autres collègues beaucoup plus affreux que lui qui étaient décrits. Je pense qu'en fait, c'est jamais quelqu'un qui marchera sur quelqu'un d'autre. Il est beaucoup trop mesuré pour ça. En guise de ligne de coke, c'est plutôt des lignes de livres, des lignes téléphoniques. Non, je pense qu'il est plutôt, effectivement, Château Margaux, hein, plutôt que cocaïne. Bref, c'est un peu les boules pour Frédéric. Toute son enfance, on le dit, Frédéric, c'est un gentil garçon. Il est bien poli, et avec ça, il est délicat. Le truc qu'il ne peut plus entendre et qui, d'un seul coup, refait surface. Pourtant, Frédéric, dans Voici, en étant critique, a voulu se faire le masque du type cruel, insensible, impitoyable, un vrai critique dur. Sauf que quand le critique est confronté à sa victime, chez Bouillon de Culture, sa victime, c'est Angot, eh ben, changement de rôle. Le critique devient plutôt la victime. C'est cité par le Figaro ce matin, ils disent... Oui, mais c'était un peu vulgaire, c'était même très vulgaire, mais non, ça fait le rien. narcissisme gâteux et complaisant, Angot n'a pas un nombril en guise d'encrier, mais en guise de siphon, oui, elle tourne en rond puis se noie dedans. Mais si vous voulez, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement... Joli. Non, c'est pas joli, c'est profondément vulgaire, mais c'est tellement pas juste que, bon, vous voyez, c'est pas un problème. À qui on a tapé sur ses doigts. Frédéric, un faux rebelle, quoi, en fait. Je constate simplement que j'avais la même chemise chez Pivot. Je suis un peu Mais il n'y avait pas d'alcool, là. Sa chemise de gentil garçon, celui à qui il voudrait enfin échapper. Bon, il y a juste un truc, c'est que vous avez peut-être l'impression de tirer les ficelles de votre personnage. Maintenant, on commence à plus rien comprendre. Quand vous avez soutenu les cocos, on pensait que c'était une blague, en fait, c'était super sérieux. Vous venez sur Canal, on se dit, ça va être super sérieux. En fait, c'est du second degré, on sait même pas où est le premier degré. Donc, on est complètement perdu. Peut-être que vous agacez et vous en êtes flatté. Il y a juste un problème, c'est qu'il y a des gens maintenant qui commencent à vous aimer, peut-être même à vous admirer, et ceux-là, vous les agacez pas, vous les décevez. Alors, si je vous dis ça, moi, j'ai pas l'autorité suffisante, je me suis dit, peut-être que quelqu'un qui l'écouterait, ça serait Philippe Tesson. Cette force en soi que portent les écrivains, qui relève de la nécessité, ben, elle prendra un jour le dessus, une fois qu'il aura épuisé comme ça tous les plaisirs superficiels de la vie, une fois qu'il aura compris qu'après tout, il vaut mieux être soi-même que de jouer pour être à la dimension de l'image que se font de vous les autres, et ben à ce moment-là, il viendra dans sa vérité. Je crois que ça sera un peu... Oui, je crois qu'il écrira un livre, mais ça ne passe pas forcément par un livre. Mais s'agissant de lui, ça passe par un livre, car c'est d'abord un écrivain. Voilà. Non, mais ce sont des questions importantes, donc je voudrais juste m'exprimer un peu là-dessus. J'ai deux activités. J'ai une activité de journaliste dans la presse écrite et aujourd'hui à la télévision. Voilà, c'est un métier où on parle des autres et où on s'intéresse à la société dans laquelle on vit. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité artistique dans mes romans, mais aussi avec cette bande dessinée avec Philippe Bertrand, où là, je me dévoile en tant qu'auteur et où Non, mais l'un pollue peut-être l'autre, quoi. C'est ce qu'il veut dire, Philippe Tesson. C'est que l'un prend le pas sur l'autre et que finalement, vous laissez peut-être pas suffisamment de place à l'artiste qui sommeille en vous, Frédéric. Je crois pas, je crois qu'on peut combiner les deux. Il veut dire que le chanteur chante trop fort par rapport à l'auteur. Ah, bien joué, Serge, ouais. C'est ça, ouais. Il y a à mon côté Lara Fabian. Oui, c'est votre côté. Et c'est peut-être ça le problème. Une sorte de... En fait, j'ai Lara Fabian en moi comme un alien qui c'est ça. Et voilà. Mais et peut-être que ça vous égare un peu, et quand vous aurez un Serge Lama en vous, mais un Serge Lama nouvelle version, calme, machin, vous vous retrouverez peut-être. Je sais pas, je crois qu'aussi en tant que romancier, c'est intéressant de vous nourrir d'autres choses. De s'impliquer dans beaucoup de choses, et justement par rapport à par exemple Christine Angot ou d'autres auteurs français qui pensent que leur nombril passionne les foules. Moi, mon nombril me passionne, mais à condition qu'il soit plongé dans des milieux eux-mêmes intéressants. Et si j'accepte ce genre de proposition, comme d'aller à Canal+ ou autre, c'est par curiosité aussi. Par gagne-pain aussi, d'un coup, ça vous fait aller dans une autre dimension quand même. C'est-à-dire que je continue mon activité de journaliste, mais aussi j'ouvre les yeux et je regarde comment ça se passe, parce qu'il me semble que la télévision, c'est un endroit de pouvoir, donc c'est un endroit intéressant pour un écrivain. Vous allez juste aller à Canal pour nourrir votre prochain roman? Non, pas seulement, mais disons que c'est un univers aujourd'hui, c'est une mine d'or pour quelqu'un qui écrit.
de voir comment fonctionne ce genre de lieu. C'est vrai. Vous prenez des notes? Oui, bien sûr, tout le temps. De toute façon, je prends toujours des notes sur. Est-ce que vous avez déjà la première phrase? Non. Et c'est très important. Le titre et la première phrase, déjà, c'est l'essentiel dans un livre. Donc, le jour où j'aurai ça, je partirai travailler. Le titre non plus, vous l'avez pas. Mais cela dit, il y aurait quelque chose d'intéressant. C'est une phrase qui dirait... Enfin bon, c'est une phrase qui dirait, par exemple, « Aujourd'hui, j'ai fait 2,5 ». Dans les bons jours. Oui. Frédéric, si je peux me permettre, c'est de la part de marché 2,5. L'étranger de Camus commence par « Aujourd'hui, maman est morte ». Aujourd'hui, j'ai fait 13, par exemple. Non, c'est un peu plus, parce que si on fait 13, on est plombé, là, vous rigolez. Oui. Aujourd'hui, ne me dites pas 13, vous allez me porter la poisse. Ce serait quoi? Aujourd'hui, j'ai fait 18. Ouais, 18, ça va. Oui, on est vendredi 13. Avouez qu'on est quand même maso d'être venus un vendredi 13. Vous êtes 4 face à nous. Faire Fogier. En tout cas, vous avez trouvé le titre de Rester normal. Vous nous présentez votre camarade. Il paraît que quand vous lisiez à l'époque ces bandes dessinées érotico machin, vous usiez la main droite. Donc j'ai lu. C'est ce qu'il disait. Levez la main droite, Frédéric, s'il vous plaît. Edith, je le jure. Non mais. Qu'est-ce que je peux dire? Et c'est pas des bandes dessinées érotico machin. J'ai lu que vous disiez quelque part. Non, mais c'était. Il a fait une série de. Non, de j'ai pas lu Linda Emler, je connais pas. Voilà. Tout doit disparaître. Et ça, c'est très ancien. Philippe fait partie de ces dessinateurs de bande dessinée qui ont effectivement, égayé ma jeunesse et mon adolescence. Vous appelez ça comme ça, vous égayez votre jeunesse? Je l'admirais beaucoup, je le connaissais pas, et puis là, j'ai eu la possibilité de travailler avec lui. Qui a fait le premier pas? C'est moi. C'est moi, parce qu'en fait, comme beaucoup de gens de ma génération, je suis arrivé à la littérature par la bande dessinée au départ. Par Tintin, Astérix, et puis ensuite Métal Hurlant, Moebius, Pif Gadget aussi, évidemment, déjà très poussé vers le communisme. Très communiste, Docteur Justice. Tintin. Ouais, et puis... Et vous, quand Frédéric Becbédé est venu vers vous, ça vous Moi, j'avais arrêté de faire de la bande dessinée, donc je voulais... Enfin, bon, j'étais tenté, mais ça faisait 10 ans que j'en faisais plus. Je faisais du dessin pour les enfants, du dessin animé, des décors de théâtre, des trucs comme ça. Ah oui, là, c'est autre chose, hein, parce que... C'est du dessin, hein. Je suis d'abord Oui, mais quelques ingrédients, parce que là, on est loin des enfants, quelques ingrédients de la bande dessinée de Frédéric. Des femmes, du caviar, de la drogue, des partouzes, des gosses de riches, des lesbiennes, des chiens empaillés, Xavier Couture, le patron de Canal+, nu. C'est vrai? C'est dangereux. C'est ça les ingrédients de Rester normal. C'est une satire des milliardaires suisses que Amélie connaît un peu. Qu'elle est elle-même, hein, peut-être. Voilà, et Pas encore. Mais elle fait tout pour. Pas autant que vous. Je suis pas suisse déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, milliardaire. Milliardaire peut-être. Ah, mais pas suisse. Non, mais c'est vrai que je vais dire du bien de lui. Ce qu'il fait est très très beau, très très élégant et en aquarelle. Et comme moi, j'ai des dialogues assez cruels et acérés, le contraste entre les deux rend la chose digeste, peut-être. Mais c'est vrai que vous visez le Goncourt, tous les deux, avec ça? C'était amusant de se dire qu'en septembre, il y a 600 bouquins qui sortent sans images. Et nous, on se dit, on peut peut-être faire quelque chose de littéraire, mais avec des images. Voilà. Non, mais parce qu'il y a quelque chose... C'est la bande dessinée, c'est un genre très populaire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui lisent la bande dessinée. Et pas que les enfants, évidemment. En revanche, la bande dessinée est quand même un genre un petit peu... délaissé dans les médias, on en parle. Vous recevez jamais de dessinateurs de bande dessinée? Jamais. Ça pour dire les choses sincèrement, si Frédéric n'était pas là. Mais vous n'êtes pas les seuls. Dans le Figaro littéraire, il n'y a pas de critique de bande dessinée, ils se font à part. Dans le monde des livres, la critique de bande dessinée se fait une fois par mois dans une toute petite rubrique. Donc il y a une espèce de truc comme ça. Il y a un mépris, oui, pour un genre qui, par ailleurs, pour un genre qui est très populaire et qui est très varié en plus, où on peut trouver des trucs pour les gosses, mais aussi des trucs très pointus et vachement intéressants. Donc c'était intéressant de travailler avec lui. Avec Frédéric, parce que lui, il pensait justement la bande dessinée comme un art, on va dire, majeur. Enfin, mais il se disperse un peu aussi. Hein, j'ai vu que vous faisiez une compile pendant l'été de la bande dessinée, il manque plus que le parfum. La bande originale de ma jeunesse. Non, mais vous voyez, c'est le parfum. Frédéric Becbédé, dans tous les bons supermarchés. C'est vachement intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, il se disperse, il fait de la bande dessinée. C'est l'impression que ça donne un peu. Et du parfum, donc déjà. Et de la télé aussi. Vous considérez que la bande dessinée, c'est pas
Mais non, mais c'est une marque un peu aujourd'hui, Bec BD, d'une certaine manière. À vrai dire, il n'aurait pas écrit le scénario, vous n'aurez peut-être pas invité. Bah, c'est presque sûr. C'est presque sûr. C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que j'avais dit simplement que ça avait le sens de la formule. Avec Bec BD pour modèle, ça vient vite. Hein. Non, mais c'est. Enfin, comment dire. C'est pas de la dispersion, c'est de l'éclectisme. Et puis, comme je vous dis, de la curiosité. Je pense que quand on a la chance d'avoir fait un livre qui s'est vendu, tout d'un coup le téléphone sonne souvent et on me propose des trucs. J'ai refusé énormément de choses, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Voilà, d'essayer différentes choses. Et notamment, le téléphone a sonné pour la télé. Vous auriez préféré qu'il ne sonne pas, peut-être ou pas du tout? Pas du tout. Non, mais écoutez, mais alors franchement, je ne comprends pas cet acharnement de la presse. Ça y va, hein, ça y va. Pour tout dire, on n'a pas beaucoup ri concernant votre émission. Le Parisien, Le Figaro, un type qui réussit un tel ratage a forcément un talent caché quelque part. Ah, vous voyez. Le Monde, c'était censé être drôle, on attend toujours de rire. Le Point, il incarne le plus gros ratage de cette rentrée télé. J'en passe, Les Inrocks, le snob qui décide de faire populaire, qui se réveille sur Arte, qui fait du sous M6, nivellement par le bas. Non mais ça... il y a une logique quand même à ça. Ils sont sympas ces journalistes. Oui, d'abord, c'est pas à vous que j'apprendrai qu'une nouvelle émission, ça dérange toujours. Faut pas juger une émission au bout d'une semaine. Vous-même, vous êtes fait souvent descendre par la presse. Et puis, Sauf qu'on a une certaine habitude de ça et on se demande quand on est Frédéric Bec BD qui d'habitude taille, comment on le vit. Et je crois pas très bien que vous vivez d'être taillé comme ça par la presse. Non, parce que moi-même, justement, je sais que je peux faire ce qu'ils font, ces gens-là, mais qu'eux ne peuvent pas faire ce que je fais moi. Donc c'est assez, agréable. Mais au-delà de ça, ça vous mine forcément de prendre tout ça parce que vous n'êtes pas structuré pour ça encore. C'est vrai que je ne soupçonnais pas le nombre de gens qui veulent que je me plante. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont très envie qu'on échoue dans cette Mais est-ce que ça vous fait show. douter quand même quand vous lisez ça sur ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites peut-être que je ne suis pas fait pour ça ou peut-être que je me suis planté finalement Au départ, j'ai eu un raisonnement très paranoïaque en me disant je suis génial, c'est moi qui ai raison, ils sont tous cons. Et puis en fait, dans un deuxième temps, je me suis dit qu'ils avaient peut-être en partie raison, et donc on a beaucoup corrigé l'émission, elle est en train d'évoluer énormément, elle n'est plus du tout la même que le premier jour, le 2 septembre, et je pense qu'il ne faut pas condamner une émission au bout d'une semaine. Quoi. Vous avez eu envie de jeter l'éponge ou jamais? Non, parce que je vous dis, je pense que... en fait, ça m'amuse énormément. Quoi. Vous aviez hésité quand même. Et vous l'avez déjà amusez. proposé l'année dernière. Et vous aviez refusé. Mais c'était un autre projet. Et puis, je n'avais pas encore animé d'émission tout seul. Entre-temps, j'ai fait Délivrez-moi pendant 1 an. Sur Paris Première. J'ai vu ce que c'était d'être à votre place. C'est pas pareil que de faire le chroniqueur, le petit malin, 5 minutes. Vous dites ça pour Stéphane, hein? Quelle perspective! Mais je vous dis, c'est intéressant, important, dangereux, violent. La télévision, c'est une loupe. Donc, je trouve que si, c'est un petit peu naturel que dans une société où la télé a tout ce pouvoir, eh bien, elle soit très attaquée par la presse. Ça ne me dérange pas. Donc vous dites que vous êtes un normal. garçon assez destructeur qui aime bien être viré de partout. Est-ce que ça relève de ça un petit peu? Mais ça, c'est pas un genre que Ça, pour c'est reprendre plutôt ce que disait prémonitoire. C'est ça, Mais c'est pas un genre que vous vous donnez ça plutôt? C'est l'impression que ça donne, hein, que en fait. Ça vous mine comme tout le monde, etc. Et vous trouvez des formules parce que vous êtes super efficace sur la formule. Je viens de dire que j'avais été touché, je ne suis pas insensible. Mais vous avez du mal à le dire. Si, non, mais c'est vrai qu'en même temps, il faut. Enfin, je sais que c'est peut-être pas votre cas, mais la télévision n'est pas tout dans la vie. Je sais bien, oui, Frédéric. Mais c'est vrai. C'est aussi caricatural que de vous attaquer, ce que vous dites là. Non, je pense que c'est. Marco aussi a des sentiments, Frédéric, attention. Je veux dire que, voilà. Être sensible. Je me retrouve dans un maelstrom, une sorte d'endroit. Mais vous l'avez cherché en partie. Oui, mais c'est intéressant, c'est risqué. Et l'autocritique je n'aime pas le saut à l'élastique, donc je fais un autre sport extrême qui est la télé. Voilà. Vous pourriez faire les deux, c'est vachement sympa le saut à l'élastique. Vous connaissez Amélie? Mais c'est vachement bien, vous devriez faire du saut à l'élastique en faisant de la télé, c'est d'enfer. C'est un peu ce que vous faites en étant en direct. C'est ça, ouais, absolument. Quand vous regardez votre émission, c'est quoi les défauts de votre émission aujourd'hui? Je crois qu'au départ, on a eu les yeux plus gros que le ventre. On a voulu mettre trop de choses, par peur sans doute du vide, parce que, je ne sais pas, parce qu'à la télé, on a toujours envie de mettre plein de choses et de faire beaucoup de claquettes. Aujourd'hui, on se rend compte que quand même, c'est bien d'avoir le temps de parler dans un entretien avec des gens qui viennent parler de leur travail, qu'on puisse s'installer. Donc, on a allongé le temps d'interview dans l'émission. Il y a toujours des interruptions comiques parce que c'est quand la loi même du genre important à Canal et voilà. Et vous trouvez bon? Marrant. Moi, je me trouve bon. Ouais.
Je suis pas du genre content de lui, en fait. Vous regardez Je regarde un petit peu quand même, oui, bah oui. Mais non, je crois que, comme disaient mes profs à l'école, peut mieux faire. Peut mieux faire. En tout cas, la semaine prochaine, il y a David Bowie sur votre plateau. Là, nous, on était comme ça. Mercredi Il a eu prochain. David Bowie. Ah, c'est pour ça que vous ne m'avez pas invité la semaine prochaine. Mais non, c'est sur son plateau à lui, c'est à lui. On va en passer un petit extrait, histoire que nos peu de téléspectateurs regardent votre C'est émission. parce que j'ai pas pu avoir Serge Lama, donc on a... C'est ça, je Donc, disais aussi. ouais, Serge était booké déjà. Voilà. C'est la semaine prochaine sur Canal, quel jour? C'est mercredi soir. On regarde. Cela dit, je continue sur le business. Vous êtes le premier chanteur coté en bourse. C'est une chose assez logique, finalement, pour l'auteur de The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu le monde. Finalement, c'était cohérent. C'est ce que dit le titre, effectivement. The Man Who Sold the World, l'homme qui a vendu et qui s'est vendu peut-être. Disons que ce que je veux, c'est que ma famille puisse cueillir les fruits de mon travail. Ce n'est pas évident, mais c'est une façon de gérer sa carrière et de faire en sorte que ma famille puisse hériter de cela lorsque je serai plus là. En fait, non, je garde tout pour moi, mais je... Je voulais savoir, que retenez-vous de vos multiples expériences avec la drogue? En tant que père de famille, aujourd'hui, vous devez être un modèle. Donc, quand vous dites dans le Nouvel Observateur récemment, quand j'étais réellement une star, j'étais trop défoncé pour réaliser que j'étais célèbre. Est-ce que vous trouvez que vous êtes un exemple pour la jeunesse? Tout à fait. Un bel exemple. Un bel exemple de reconversion. Vous êtes extrêmement sain maintenant. Vous n'avez même pas voulu qu'on vous serve autre chose que de l'eau. Vous êtes extrêmement... Non, je ne bois pas d'alcool, je pas de drogue, un peu de café peut-être. Du sport? Un petit peu. Je fais de la boxe. Ah, d'accord, non, vous êtes formidable. I like your style. Voyez Amélie, vous pourriez y aller. Il est sympa. Voilà, ça y est, j'ai trouvé une invitée. Une invitée déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Un slogan pour vendre la bande dessinée? Déjà, il faudrait la lire. Vous l'avez lu? Restez normal. Oui, bien sûr. Les livres, pas tous, la bande dessinée quand même, un minimum quand même. C'est plus simple à lire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit oui, la jet set ne fait pas le bonheur. La jet set ne fait pas Pas le mal. bonheur. Très bien. Merci beaucoup. Le titre aussi, c'est bien. Restez normal.